Spécial Pont Neuf, nous allons passer cette heure-ci en ce dimanche d'élection avec un invité, Emmanuel Kessler, pour évoquer sa biographie d'Henri Bergson, qui vient de paraître sous le titre Bergson, notre contemporain, aux éditions de l'Observatoire. Emmanuel Kessler, bonjour. Bonjour Shlomo Malka. Vous êtes normalien, vous êtes journaliste politique, vous avez été journaliste politique à BFM, entre autres, président de Public Sénat de 2015 à 2021. Vous dirigez aujourd'hui la communication d'une grande institution publique. Je vais commencer par vous demander qu'est-ce qui vous a amené à Henri Bergson. On n'est jamais tenu de faire un livre, disait Bergson. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-ci ? C'est sans doute pour ça que j'ai mis le temps, parce qu'en fait, j'ai fait des études de philosophie et Bergson est un penseur qui m'a immédiatement fasciné. D'abord par son style, je trouve qu'il a une écriture qui correspond d'ailleurs à sa philosophie, en mouvement. Il utilise beaucoup d'images parce que justement il est sensible aux difficultés du langage. Il y a une forme de lyrisme doux dans le style de Bergson, et c'est un philosophe qui est complexe mais qui se lit facilement. Et moi j'ai toujours été fasciné par ça, et dès mes études j'ai été fasciné par le contraste entre Bergson et d'autres philosophes. On y reviendra sans doute, mais parce que je trouve que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la nouveauté, qui a une forme de curiosité. Et moi qui en fait avais l'idée d'être journaliste, j'ai presque l'impression que Bergson c'est un peu le saint patron des journalistes, si je puis dire, parce que quand on s'intéresse, quand on est curieux et qu'on s'intéresse à la nouveauté, on tombe vite sur Bergson aussi. Alors j'ai commencé par Bergson, je suis après allé vers le journalisme, et là je reviens à Bergson. Vous revenez à Bergson, mais il faut dire quand même qu'il n'aimait pas lui-même les biographies. Il a dit « J'ai invariablement soutenu que la vie d'un philosophe ne jette aucune lumière sur sa doctrine et ne regarde pas le public. La biographie d'un philosophe ne regarde pas le public, donc il ne voulait pas de bio, il voulait pas non plus de publication de ses manuscrits après sa mort, il était contre, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça donne souvent lieu à des querelles en héritage. Mais enfin, le fait de ne pas vouloir mêler son parcours biographique à son œuvre, c'est étonnant, non ? Oui, c'est assez rare, cette radicalité avec laquelle il dit la vie d'un auteur ne sert à rien pour éclairer son œuvre, et surtout, je ne veux pas qu'on parle de ma vie. Il dit 3 phrases très minimalistes là-dessus, au point d'ailleurs il demande après à ce qu'on brûle tous les textes qu'il n'aura pas lui-même contrôlés, publiés. Il est dans une espèce de contrôle et dans une vision d'une œuvre qui doit se lire pour elle-même. Et je pense que ça lui a un peu nui, parce que, on y reviendra peut-être aussi, mais Bergson a fait l'objet, Bergson a été de son temps le plus grand philosophe français et probablement l'un des plus connus au monde. Mais après la Deuxième Guerre mondiale et après sa mort, il fait l'objet d'une sorte d'oubli. Et je pense que ce côté un peu radical, le fait qu'on n'ait pas pu revoir son parcours, a nui à sa notoriété post-Deuxième Guerre mondiale. Et d'une certaine façon, maintenant que son œuvre est dans le domaine public, je pense qu'on peut s'autoriser à revisiter sa biographie, à revisiter sa vie, parce qu'elle est éclairante et parce que quelque part, quand on veut s'identifier à quelqu'un, quand on s'intéresse à une pensée, cette pensée doit être incarnée. Et lui-même, Bergson le dit, puisqu'il est très attaché aux personnalités. Alors vous le faites avec, c'est très agréable à lire, et on va reparcourir un peu quelques pans de cette biographie. Il est né à Paris, rue Lamartine. D'ailleurs, il ne souhaitait pas qu'on dise autre chose que ça. Oui. Comme la fameuse phrase, il est né, il a vécu et il est mort. Il souhaitait qu'on dise que simplement, il est né à Paris, rue Lamartine. Mais vous avez gratté un peu. Son père vient de Varsovie. C'est une famille religieuse orthodoxe. Oui. Et sa mère est une juive anglaise d'ascendance irlandaise. Voilà, donc c'est une famille juive. Son père est issu d'un milieu religieux.
qui a d'ailleurs été, c'est une famille influente de la communauté de Varsovie, même située dans le courant chassidique. Son père n'est pas très religieux lui-même quand il émigre. Sa mère, par contre, est restée assez religieuse. Et le père a fait des études de pianiste, de musique. Voilà, pianiste. Il était pianiste, compositeur, il enseignait la musique. Il a eu du mal à s'imposer. Il y a quelques œuvres, d'ailleurs, de Michal Bergson sont joués de temps en temps. Il a joué une opérette notamment qu'il a essayé de défendre à Paris, mais c'est vrai que il avait même du mal un peu à joindre les deux bouts. Ils ont eu 7 enfants ensemble. Bergson est le deuxième, Henri Bergson est le deuxième, donc ils ont émigré à Paris, puis il est parti en Suisse, le père, pour des raisons professionnelles. D'ailleurs, c'est assez drôle. Ils ont habité en Suisse, à côté de Genève, boulevard des Philosophes, voilà, ce qui était une adresse prédestinée. Puis il est revenu à Paris, la famille est revenue à Paris, et ensuite le père a trouvé du travail au conservatoire à Londres, ce qui fait, et c'est assez étonnant, qu'à l'âge de 10 ans, Bergson se retrouve seul sans sa famille à Paris. Voilà, il va obtenir une bourse. On pense que c'est d'ailleurs par l'intermédiaire et avec l'aide du grand rabbin de Genève. Et là, il va obtenir une bourse qui va lui permettre d'être dans une pension juive qui se trouve à Paris, rue de la Tourne d'Auvergne, la pension Springer, et de suivre ses études au lycée Condorcet. Alors, il étudie donc au lycée Condorcet. C'est un petit génie. Il rafle tous les prix, autant en philosophie qu'en mathématiques. Et son professeur, qui le pousse à préparer normal sciences, alors qu'il a décidé finalement d'étudier de passer le concours pour normal philosophie, comme vous. C'est un acte de folie, lui dit son prof. Vous auriez pu être un mathématicien et vous ne serez qu'un philosophe. Ouais, exactement. Il aurait même peut-être dit, vous auriez pu être un grand mathématicien, parce qu'il était très doué en mathématiques. Il avait résolu un problème de Pascal qui a été publié d'ailleurs dans une revue. Enfin, voilà. Et donc pour ce prof, c'est voilà. Et bon, la prophétie, c'est pas tout à fait réalisé comme le pensait son prof de maths, parce que il a été plus qu'un philosophe, il a été le plus grand philosophe de son époque, et probablement qu'il figure parmi les plus grands philosophes de tous les temps. En tout cas, c'est ce que pensait Emmanuel Lévinas. Ouais. Et c'est ce que, oui, absolument, et c'est ce que vous pensez aussi, on va en parler. Il passe le concours à l'entrée à Normal Sup, et il est le 3e, il est reçu 3e, et le premier est un certain Jaurès. Oui, alors Jaurès, Bergson, moi ça m'a fait penser un peu à plus tard, à Sartre-Aron, c'est-à-dire c'est un duel permanent de deux personnalités qui se connaissent, qui sont camarades et qui vont s'affronter, qui n'ont pas du tout les mêmes idées, et donc il y a une espèce de respect mutuel, il y a de l'échange, il y a de la correspondance, mais il y a de la rivalité, et c'est pas du tout les mêmes personnalités. Jaurès a de la faconde, Jaurès déclame, alors qu'il y a des concours d'éloquence. Bergson a une autre forme d'éloquence, plus pointue, plus discrète, mais extrêmement puissante dans le regard, dans le phrasé aussi. Mais par ailleurs, ils auront une conception de la vie et de la philosophie qui sera tout à fait différente, puisque la thèse de Jaurès sera une sorte de réponse à la thèse de Bergson, contestant un peu l'idéalisme et l'intellectualisme de Bergson. Alors, à l'agrégation de philo, Bergson arrive premier, Jaurès arrive second, et alors, troisième. Et troisième, il y a un nouveau, qui est un petit-fils de rabbin, et qui s'appelle Émile Durkheim. Oui, alors c'est pas le troisième, Durkheim. En fait, je crois que Bergson est second, Jaurès est troisième, Durkheim est dans le peloton de tête, et le premier est quelqu'un qui n'est pas connu parce qu'il est mort l'année suivante, en fait. Voilà. Mais l'ordre s'est inversé entre Jaurès et Bergson. Cette fois, Bergson l'a devancé. Les deux étaient extrêmement brillants et doués. C'est pour ça que j'aime bien la comparaison, même avec Aron et Sartre. Et effectivement, c'est une promo quand même incroyable, hein, puisqu'il y a aussi Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie. Et tout ça est bien le signe d'une époque de développement des sciences, de la pensée, de la politique, d'un foisonnement intellectuel absolument incroyable. Alors, il commence à enseigner en province, à Angers, dans un lycée de jeunes filles, ce qui lui vaut à vie l'appellation philosophe pour dames.
Oui, comme alors... il y a des coiffeurs pour... oui. Ça va un petit peu l'agacer d'ailleurs, mais c'est vrai que très vite, on pourra peut-être citer une phrase... Peggy a bien décrit, il exerce, dès son plus jeune âge, une sorte de fascination. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de raconter sa vie, parce que c'est quelqu'un qui, comme enseignant, lorsqu'il s'exprime dans une conférence devant ses élèves, devant les auditeurs plus tard au Collège de France, dégage un véritable charisme. Il semble totalement habité par son discours, totalement habité par la pensée, par la précision des mots. Il prépare énormément ses cours, mais lorsqu'il les dit, c'est comme si ça venait comme ça pour la première fois. Lui, le philosophe de l'intuition, va dégager comme ça un flux d'intuition qui lui permet d'analyser la réalité, le temps, de parler des sciences, de parler de tout, avec une force de conviction et d'attractivité qui n'est pas du tout celle d'un Jaurès terre à terre qui serait purement, je dirais, une forme rhétorique, mais qui est voilà, Peggy parle, je crois, de ténuité audacieuse dans le langage. Et ça fascine tout le monde, et notamment les femmes. Mais et aussi parce que les femmes, je crois, apprécient la clarté du discours de Bergson. Bergson qui va dire, il n'est pas de pensée la plus complexe, la plus difficile soit-elle, qui ne puisse s'exprimer dans la langue de tout le monde. Donc il parle la langue de tout le monde. Et il est favorable à l'instruction des femmes. Moi, je trouve que pour son époque, il est assez féministe, Bergson. Mais ça va lui valoir pas mal de critiques. On va le railler, effectivement. Et lui prend au sérieux le fait que les femmes, autant que les hommes, ont le droit d'accès au savoir et ont les mêmes capacités que les hommes pour avoir accès à la science, à la philosophie. Alors, un mot quand même sur son apport, mais on va pas aller plus loin qu'un mot parce que il faut pas non plus entrer dans la technique philosophique. Non, c'est mais pas le but concept, du livre. Voilà, c'est pas le but du livre. Le livre est écrit par quelqu'un qui a un tropisme philosophique, mais qui est un journaliste et un journaliste de talent. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. C'est gentil à vous. Mais c'est vrai que juste par parenthèse, il y a eu beaucoup d'études philosophiques sur Bergson. Il y a des tas de gens qui sont des spécialistes. Frédéric Worms qui a republié, qui a dirigé toute la publication des livres de Bergson. Ou bien comment s'appelle-t-il qui a fait une biographie Azouvi. François Azouvi qui a écrit la gloire de Bergson. Faut lui rendre hommage parce qu'il a fait absolument un très beau travail. Un livre que je cite d'ailleurs et qui m'a été très utile pour préparer celui-là. Il y a eu Brigitte Cide-Bonpayon qui aussi a fait des thèses et connaît pas tous ces gens-là. Voilà, depuis 20 ans, il y a un renouveau des études bergsoniennes. Ce qui manquait à mon avis, et là où j'ai essayé de me situer, c'est de redonner vie à Bergson vis-à-vis du grand public. D'où le fait que, bien sûr, j'aborde sa philosophie, mais avec la même volonté de clarté, de pédagogie, vulgarisation, même si c'est un mot qui est pas très accepté, mais en tout cas de volonté de rendre accessible la pensée de Bergson et donc, j'allais dire, bien sûr, d'aborder les concepts, mais de la façon la moins conceptuelle possible, la moins théorique possible. Alors, son concept, en tout cas, oui. Il va écrire sur le temps et sur, en partie, le temps, on en parle beaucoup à l'époque. Il y a beaucoup de philosophes qui, notamment Lévinas, le temps et l'autre. Mais lui, c'est le concept de durée. Et la durée, vous l'expliquez très bien, ne se fait pas par addition des secondes ou des minutes l'une après l'autre, mais comme un progrès, ou mieux, comme une progression mélodique. C'est son apport et sa nouveauté que ce concept de durée. Exactement. C'est en cela que j'ai dit à un moment donné, il y a une espèce de chamboule-tout philosophique qui se produit avec Bergson, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer que le temps tel que la conscience d'ailleurs le vit, et c'est son premier très grand livre qui s'appelle L'essai sur les données immédiates de la conscience, publié en 1889, et à propos duquel Sangor parlera de la révolution de 1889. Le temps, c'est un phénomène dont la conscience peut
dont peut dégager en quelque sorte l'étoffe ou la réalité, un peu comme Descartes l'a fait avec l'expérience du je pense donc je suis, comme une forme de continuité de vie qui échappe à toute spatialisation. La grande distinction que fait Bergson, c'est la distinction entre le temps et l'espace. La science, elle est du côté de l'espace. La science, elle réduit le temps à des intervalles, au tic-tac de l'horloge, si vous voulez. Or, le temps, c'est une expérience de vie, de continuité mélodique entre le passé, le présent, l'avenir vers lequel on se projette, qui est notre expérience de vie, et à partir duquel Bergson va penser, et c'est ça qui est absolument fascinant chez lui, la vie comme création, la vie comme apparition de nouveautés imprévisibles, et à partir de laquelle il va pouvoir penser le rôle aussi de l'homme comme capable de créer des réalités nouvelles, comme il le montre à travers l'art. Donc c'est vrai que ce concept de durée est absolument clé pour initier cette dynamique que Bergson va essayer de nous faire comprendre, ce courant de vie qui va devenir ensuite l'élan vital dans l'évolution créatrice, c'est-à-dire quelque chose qui échappe totalement à la représentation spatiale, qui est un flux en quelque sorte intérieur, comme la continuité d'une mélodie qui en est l'image la plus approchée. À 32 ans, il épouse Louise Neuburger, dont la mère est la cousine de Jeanne Weil, la maman de Marcel Proust. Voilà, ce qui fait de Bergson un cousin par alliance éloigné de Marcel Proust, et les deux se connaissent. Proust qui a écrit par ailleurs sur la recherche du temps. Il y a beaucoup d'études temps perdu. Et Proust est d'ailleurs garçon d'honneur à son mariage. Voilà, c'est assez amusant. Oui, ils se connaissent. Il y a une correspondance. Il y a eu des moments de rencontres. Les deux ont essayé de montrer, parce qu'on a essayé, comme le cœur de l'œuvre de Marcel Proust est consacré au temps et que le cœur de l'œuvre de Bergson est consacré au temps, vu comme durée, on a beaucoup essayé de les rapprocher. Les deux ont essayé de se distinguer l'un de l'autre, voilà. Et je pense qu'il y a une approche littéraire chez Proust, une approche philosophique chez Bergson. Proust, en tout cas, on peut noter, c'est à la recherche du temps perdu. Chez Bergson, il n'y a jamais de temps perdu. Le temps est ce qui nous projette dans l'avant, toujours vers... c'est quelqu'un qui est toujours tourné vers ce qui va advenir, Bergson. C'est pour ça que aussi que je l'aime bien et que je trouve que il parle vraiment à notre époque, parce que il y a beaucoup, y compris de philosophes et de politiques, qui nous disent, même si on fait pas de politique aujourd'hui, c'était mieux avant. Bergson, c'est jamais un discours du c'était mieux avant. C'est toujours... regardons le réel tel qu'il advient dans son imprévisible nouveauté. Bien sûr, il y aura des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi cette capacité de création qui, à un moment donné, pourra nous donner la joie et qui témoigne de ce courant de vie qui traverse l'univers. Alors, on peut regretter, pardon, c'est mon cas, que vous ne consacriez pas plus de place aux relations entre Proust et Bergson. Comme il y a aussi un grand absent, c'est Charles Péguy, qui sera son élève à l'école normale. Absolument, il y a une très grande proximité entre Bergson et Péguy, et surtout il y a une admiration extrêmement forte de Péguy pour Bergson. Une déception d'ailleurs à certains moments de Péguy, qui trouve que Bergson n'est pas suffisamment attentif. Avec tout le monde, je voilà. vous rassure. Et c'est d'ailleurs Péguy qui fait venir des sténotypistes au cours de Bergson au Collège de France. On abordera peut-être la période Collège Absolument. de France de Bergson. Qui est passionnant. Et qui va permettre, il y a une dizaine d'années, puisque de publier les cours de Bergson, qui sont écrits quasiment mot pour mot, comme s'ils avaient été écrits par Bergson. Ce n'est pas une œuvre reconnue par Bergson, parce qu'encore une fois, Bergson ne reconnaît que les œuvres dont il a autorisé la publication. Mais grâce à Péguy, qui était d'une fidélité absolue à Bergson, on a eu la trace des cours de Bergson au Collège de France. Absolument, il y a un livre qui s'appelle Notes sur Monsieur Bergson par Charles Péguy. Alors, Et Péguy, c'est vous le spécialiste, hein. Oui, enfin, très relatif. Voilà. Il pose sa candidature par 2 fois à la Sorbonne sans y arriver, mais en revanche,
le Collège de France va s'ouvrir à lui. Oui, et c'est d'ailleurs finalement plutôt une bonne nouvelle parce que dans cette aura qu'il exerce vis-à-vis de son public, finalement il apparaît que Bergson est plus à l'aise face à des auditeurs, à un public diversifié que face à des étudiants. Et il se dit quand il est prof, notamment à Normal Sup, il se trouve un peu absorbé par les tâches scolaires. Mais c'est vrai que la Sorbonne l'a refusé. Elle l'a refusé parce que la Sorbonne est dans une tradition positiviste, c'est-à-dire très scientiste, très kantienne aussi, et c'est-à-dire pensant que nous connaissons une certaine réalité, mais que la réalité absolue ne nous est pas accessible si ce n'est par la foi. Or, Bergson, à Normal Sup, il est surnommé l'anti-kantien. C'est quelqu'un qui, on parlera peut-être de l'intuition, pense que nous pouvons tout appréhender, mais différemment et avec une autre faculté que l'intelligence, justement l'intuition. Et donc, la Sorbonne, en fait, n'arrive pas à reconnaître Bergson, son originalité, sa spécificité. Et il se voit ouvrir les portes du Collège de France, ce qui va être le début, vous parliez tout à l'heure de François Azouvi, c'est le titre de son livre, de ce qu'on a appelé la gloire de Bergson, c'est-à-dire une période de 14 années, de 14-15 ans, de 1900 à 1914, où là, j'emploierai un mot contemporain, c'est-à-dire Bergson devient une véritable rockstar. C'est un phénomène incroyable. Vous dites d'ailleurs, c'est le premier philosophe star des temps moderne, et vous faites allusion à cette période de sa vie où il enseigne au Collège de France et où tout le monde se presse pour le voir. Presque malgré lui, le philosophe devient à la mode dans le Paris de la Belle Époque, l'homme qu'il faut aller voir et écouter. Et vous dites que un conseiller général du Calvados propose de délocaliser le cours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, et Bergson suggère plus simplement qu'on ouvre les fenêtres puisqu'elles étaient vissées. Oui, il y a plein d'anecdotes. Et là, en allant encore aujourd'hui au Collège de France, il y a une photo où on le voit en train de donner des cours, et derrière la fenêtre, tout un tas beaucoup de dames, mais aussi des messieurs et des jeunes gens qui sont agglutinés derrière la fenêtre et qui écoutent. Et effectivement, on a l'impression d'une rockstar. Voilà. Et puis il y a ces femmes de la haute bourgeoisie parisienne qui font venir leur valet au cours précédent, celui de Bergson, à 16h le vendredi au Collège de France. C'est un certain Leroy-Beaulieu, je crois, qui fait un cours de géographie, et qui tout d'un coup voit arriver des hommes qui s'assoient, et qui n'écoutent absolument pas son cours. Et il y a le public qui peu à peu rentre dans la salle et qui applaudit dès lors qu'il a terminé, parce qu'on sait que Leroy-Beaulieu va partir et que c'est Bergson qui va arriver, ce qui est pas très agréable pour ce pauvre Leroy-Beaulieu. Et donc il y a des tas d'histoires comme ça qui montrent cette espèce de folie qui va durer des années, jusqu'à, encore une fois, 1914, et qui fait que le cours de Bergson au Collège de France est un phénomène, ce qui n'enlève rien à la qualité. Je dirais même au contraire, ça l'est aussi parce que il y a encore une fois une fascination qui s'exerce. Bergson donne 2 cours, l'un le vendredi sur des notions, c'est là qu'il va donner notamment un cours sur le temps, et le samedi ce sont des analyses de textes, et les 2 cours attirent autant de monde l'un que l'autre. Alors 1914, effectivement, l'homme s'engage, il va faire une série de missions diplomatiques, à la demande d'ailleurs du gouvernement, à la demande du ministre des Affaires étrangères. Oui, à la demande d'Aristide Briand, qui est président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Et là, Bergson qui décide qu'on va envoyer un philosophe pour tenter de convaincre Wilson qu'il faut absolument qu'il entre en guerre. Voilà, qu'il doit rentrer en guerre. Donc, encore une fois, parce que Bergson a une notoriété, j'ai parlé de la notoriété française, mais on aurait dû parler de sa notoriété mondiale, et notamment américaine. En 1913, il va aux États-Unis, il se raconte, j'en ai pas trouvé la preuve absolue, que lors de ses conférences à Columbia, à New York, il y a tellement de gens qui veulent affluer pour y assister qu'il y a les premiers embouteillages sur Broadway, paraît-il. Voilà. Bon, donc il est très connu là-bas, et on pense que vis-à-vis de Wilson, qui est un fils de pasteur protestant très intellectuel, qui a évidemment entendu parler de Bergson et qui a une vision un peu universaliste du monde, comme il le prouvera ensuite avec le projet de Société des Nations, Bergson peut avoir une influence sur lui. C'est pour ça qu'il est envoyé là-bas, et il va rencontrer Wilson.
Alors, on va continuer à en parler et notamment, on va parler du Collège de France, de son engagement en 1914 et aussi de son rapport au judaïsme où vous apportez des choses absolument étonnantes et à mon sens inédites. On marque une pause et Pont-Neuf revient dans un instant. Pont-Neuf spécial consacré à Henri Bergson avec son biographe Emmanuel Kessler, normalien, journaliste politique à BFM, président de Public Sénat de 2015 à 2021 et aujourd'hui directeur de communication d'une grande institution public. Alors, vous connaissez la blague de Francis Blanche, qui disait sur le rire, si on me demande, je n'y suis pour Bergson. Voilà. Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs. Je regrette aussi que le rire n'ait pas un peu plus de place, parce que c'est vrai que il a écrit ce livre sur le rire qui est absolument qui est cité aujourd'hui par tout le monde. Qui est son livre le plus connu. J'en parle au début, j'en parle également à la fin du livre, néanmoins en faisant un rapprochement qui me semble assez pertinent entre Bergson et Chaplin, voilà, qui a bien pris du rire cette notion, ce que met en avant Bergson dans le rire, c'est la rupture, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans un moment de vie, il y a quelque chose qui devient mécanique et qui casse le flux de la vie. Le mécanique plaqué sur du vivant. C'est l'homme qui trébuche sur un trottoir. Voilà, l'homme qui trébuche sur un trottoir. Bon, il y voit comme une forme, il voit dans le rire comme une forme de sanction social vis-à-vis de celui qui justement trébuche, c'est-à-dire qui tout d'un coup échappe à l'ordre établi des choses. Bon, et en même temps, c'est ce que je dis à la fin du livre, et je peux admettre que ça puisse frustrer un peu le lecteur que je ne parle pas plus du rire, mais il y a tant de choses à dire et tant d'années à passer pour Bergson, il y aura peut-être la place pour un volume 2, mais on verra plus tard. Mais en tout cas, on voit surgir ici et là des expressions qui l'ont fait connaître, et peut-être que vous pouvez nous expliquer, par exemple, il faut attendre que le sucre fonde, oui, ou alors le se faisant. Oui. Le se faisant. Oui. Alors, c'est pas clair a priori. Alors, donc j'ai beau faire, si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, je dois attendre que le sucre fonde. C'est l'image la plus simple qu'il trouve pour exprimer cette espèce de notion de durée qui fait que c'est pas le phénomène physique de la fonte du sucre, et d'ailleurs il y a une forme de subjectivité énorme, parce que si j'ai très soif, ça va me paraître durer des années, si je puis dire, le temps que le sucre fonde, et si je veux ce verre de sucré. Si par contre c'est juste comme ça un petit plaisir, je vais accepter ce temps qui s'écoule et qui va prendre un moment. Voilà, donc c'est une façon d'exprimer d'abord la transformation du réel lui-même dans le temps. Le sucre se change de substance. Il n'y a rien qui demeure éternellement, et ça va me faire venir à votre deuxième expression, et c'est une façon aussi d'exprimer cette durée de la conscience qui est totalement différente d'une durée mesurée par la physique et par la science. Et j'en viens juste d'un mot à votre deuxième expression, c'est effectivement, il est attentif au se faisant, parce que moi, ce qui me fascine chez Bergson, si vous voulez, c'est que beaucoup en philosophie pensent que ce qui est vrai, c'est ce qui est éternel, et Bergson nous dit: ce qui est éternel, c'est ce qui est mouvant, c'est le mouvement. Il nous installe dans le changement, il nous installe dans le mouvement. C'est le philosophe du se faisant. C'est-à-dire que ce qui doit nous intéresser, c'est pas d'essayer d'arriver à trouver une réalité qui serait au-delà des apparences, qui ne bougerait pas. Non, c'est ce qui bouge, ce qui change, ce qui se transforme, ce qui se fait, qui est la réalité même et à laquelle il faut s'intéresser, et pour y déceler justement ce courant de vie qui traverse les choses, qui traverse l'univers et qui traverse la conscience. Alors, on va parler du testament de Bergson, Emmanuel Kessler, qui est qui a été souvent cité dans les biographies. Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme, où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti à IS si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Tout le monde connaît ce testament de Bergson, mais alors,
vous apportez, c'est vraiment un coup de gong. Vous dites qu'entre Bergson et le judaïsme, il convient de parler de contrariété, mais jamais de rupture, c'est vrai. Mais il y a le choc d'une parenthèse. Et vous restituez cette parenthèse. Je cherche à retrouver. Ça y est, je l'ai. Page 188. Voilà. Je me serais converti si je n'avais pas vu se préparer depuis des années. Alors là, il y a la parenthèse. En grande partie, hélas, par la faute d'un certain nombre de juifs entièrement dépourvus de sens moral, fermez la parenthèse, la formidable vague d'antisémitisme. Alors là, c'est le choc de cette parenthèse. Pour tous ceux qui aiment Bergson, cette parenthèse est terrible. Je vous avoue que j'ai été terrifié. Moi aussi, la première fois que je l'ai lu, parce que, alors depuis que je m'intéresse à Bergson, je connaissais la première version du texte, qui je trouvais très belle, très émouvante. Parce que, on en dit un mot rapidement, mais c'est vrai que toute la philosophie de Bergson s'oriente vers le catholicisme. Voilà. Et notamment dans sa dernière œuvre, parue en 1932, qui est une œuvre beaucoup plus grave, beaucoup plus sombre et beaucoup plus heurtée que l'évolution créatrice, que cet élan vital dont on parlait et qui fait l'objet de l'œuvre de 1907. Et donc il s'écoule 25 ans entre cette œuvre de jeunesse et une œuvre de maturité qui évidemment a connu les blessures de l'histoire, la guerre de 14, et qui voit monter peu à peu le fascisme en Europe, le nazisme. Déjà, nous sommes en 1932. Et dans cette dernière œuvre, où Bergson parle de religion, on voit bien qu'il devient très proche de la religion catholique. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette dualité entre l'ouverture et la clôture, entre le particularisme et l'universalisme. Et il voit dans le christianisme la réalisation du message, j'allais dire, d'amour universel de l'humanité. Et donc, il n'a jamais pratiqué le judaïsme, il a reçu une éducation juive très minimale, et il se sent beaucoup plus proche de la tradition chrétienne, et notamment des mystiques chrétiens. Mais néanmoins, à la fin de sa vie, il veut rester fidèle au judaïsme, parce qu'il voit monter cet antisémitisme, et je trouve que cette phrase très belle, j'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés, et il va démentir toutes les rumeurs qui sont nombreuses, selon lesquelles il se serait converti. Mais effectivement, je suis comme vous, lorsque j'ai retrouvé les œuvres complètes de Bergson, j'ai retrouvé cette parenthèse qui n'avait pas été communiquée au départ par Madame Bergson lors de la première publication de ce testament. Elle a été connue ensuite, et effectivement, c'est un choc, parce que comment un homme d'une telle intelligence, c'est un génie, Bergson. Il y a deux génies dans la première partie du XXe siècle, c'est Einstein pour les sciences, et Bergson pour la philosophie. D'ailleurs, et on va vous raconter leur il y a juste 100 ans. On va revenir là-dessus. Il y a juste 100 ans. Mais comment est-ce qu'il a pu dire un truc pareil ? Si Lévinas était vivant, c'est vrai qu'il était un grand admirateur, et vous avez raison d'avoir mis Lévinas en exergue. Je peux vous apporter même une petite anecdote, pardon. Je me souviens d'un des cours du samedi matin de Lévinas, et il commentait toujours il commentait toujours la Bible, et les versets de la Bible, mais il commentait toujours le commentaire de Rachi, mais il commentait pas directement. Et c'est un commentaire qui dit Vayetse Yaakov mi Beersheva, Jacob est sorti de Beersheva, et le commentaire de Rachi dit quand un juste quitte la ville n'est plus la même. Et Lévinas ajoute Paris, c'était Bergson. Pour lui, c'était Bergson, et il y avait pas quelqu'un qui le mettait plus haut que Bergson. Je suis persuadé qu'il n'a jamais connu cette parenthèse. Je ne sais pas s'il l'a connue. Sans doute, elle a été connue quand Lévinas était encore en vie, mais elle figure dans plusieurs biographies qui paraissent plutôt après la mort de Lévinas, ou Élément. Lévinas qui disait au banquet éternel de Platon, de Descartes, de Spinoza, de Kant, il s'asseyait en paire. Donc, pour Lévinas, c'est vraiment un des plus grands philosophes de tous les temps, pas seulement de son temps. Et pourquoi Bergson se laisse aller à cette faiblesse? Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque, où effectivement
Bergson représente une forme de judaïsme totalement assimilé et donc presque qui va au bord de la rupture avec le judaïsme, dans lequel il y a pu y avoir d'abord une certaine rivalité, voire une forme de racisme, je sais pas si c'est le bon mot, de juifs français vis-à-vis de juifs qui arrivaient de l'Europe centrale, ça a pu exister. Le deuxième point, c'est que vous savez qu'on attribuait la révolution bolchevique qu'on la mettait à l'actif d'un certain nombre de juifs, dont Trotsky par exemple, et c'est peut-être ça qui est fustigé. Enfin, il a eu dans ses ennemis philosophiques, je vais pas rentrer dans le détail, mais Georges Politzer, Julien Binda, des gens qui l'ont vraiment attaqué très vigoureusement sur ses convictions philosophiques, qui se trouvent être juifs également. Et toutes ces raisons font on baigne à l'époque dans une ambiance où il y a aussi un courant juif très assimilé qui épouse tellement la France telle qu'elle est qu'il peut être sourd à la nature propre de l'antisémitisme. Voire penser qu'il y a une forme de culpabilité chez un certain nombre de juifs. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas à l'intelligence et au génie de Bergson. Et au fond, je dis dans ce livre que tout homme a ses faiblesses. Bergson aussi, il fait la distinction entre la clôture et l'ouverture. Ce n'est pas l'ouverture qui succède à la clôture. Il y a en toute réalité, en toute société, des formes de clôture et des formes d'ouverture. Et il y a peut-être une lutte interne aussi dans l'esprit de Bergson lui-même. Alors 1928, c'est la consécration du prix Nobel qui le fait connaître dans le monde entier. Vous dites le plus grand, là c'est vous qui parlez, le plus grand philosophe de son temps, peut-être de tous les temps. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu, mon cher Emmanuel Kessler? Ce que j'ai voulu, c'est restituer l'ambiance à l'époque. J'exagère pas. Le plus grand, je ne sais pas. Mais encore une fois, si on se réfère à Lévinas et à d'autres, et en tout cas à cette époque, il est considéré comme un immense philosophe. D'où justement le fait qu'il m'a paru nécessaire aujourd'hui de le resituer dans son originalité, dans sa spécificité, pour comprendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Et il me semble que ce qu'il nous dit aujourd'hui sur la guerre et la paix, sur la société, sur la démocratie est parfaitement pertinent. Et donc, oui, j'avoue une certaine foi pour Bergson et une certaine conviction que il mérite peut-être une aura plus forte encore aujourd'hui que celle que le grand public lui accorde parce qu'il a été un peu injustement oublié. Alors, par exemple, sur l'antisémitisme, au moment de l'affaire Dreyfus, il est totalement passé à côté. Il n'a pas vu ou il n'a pas voulu voir la portée de cette affaire. Il Absolument. a minimisé. Ça fait partie aussi des choses qui m'ont moi-même étonné. Et encore une fois, j'attribue cela à ce qu'on pourrait appeler l'hyper-assimilation. Voilà. Il y a quelque chose qui est très touchant et qui est très fort et qui est un message pour aujourd'hui, c'est la capacité, c'est que Bergson incarne cette volonté d'assimilation de juifs français qui épousent la France, qui épousent la culture française. Il dit à la fin de sa vie, la France m'a bienfaitrice, cette mère bienfaitrice. Et c'est dans un texte sur la philosophie française où il parle de Descartes, de Rousseau, de Voltaire, de toute la littérature, la langue française. Et ça, je trouve que ça a été la force du judaïsme français que d'avoir cette capacité d'épouser cette magnifique culture française dont il souligne la puissance d'assimilation. Mais il y a passage à ce qu'on pourrait appeler l'hyper-assimilation lorsque ça le conduit à une forme de cécité sur ce qui est en train de se produire en France et sur la nature propre de l'antisémitisme que par aveuglement, il faut bien dire, il peut attribuer à un certain nombre de juifs eux-mêmes. Et sur l'affaire Dreyfus, ça participe peut-être aussi un peu de la critique qu'on a faite à Bergson après la guerre, parce que finalement l'affaire Dreyfus a structuré le paysage intellectuel. Le mot intellectuel. Il y a des gens qui, oui, le mot intellectuel a été fondé à ce moment-là. Il ne voit absolument rien. Et grâce à des gens comme Peggy. Peggy a tout vu. Exactement. Voilà. Je veux pas faire de politique, mais ceux qui considèrent qu'il y a deux mystiques chez Peggy sont
totalement à côté de la plaque. C'est même très choquant d'entendre ça. Il y a pas une, chez Peggy, il y a pas une mystique anti-dreyfusarde. Il y a pas une mystique dreyfusarde. Il y a une mystique anti-dreyfusarde, mais il y a pas une mystique dreyfusarde comme certains le laissent penser. Mais je ferme la parenthèse. Et sur Bergson, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai donné un texte de propos qu'il tient dans les années 30, où il dit « Je suis convaincu j'ai été convaincu, et encore pas tout de suite, de l'innocence de Dreyfus ». Et il dit ensuite, mais dans cette affaire, on aurait mieux fait de régler ça sans grands effets de manche, et je renvoie tout le monde dos à dos. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vu la dimension propre de fractionnement de la société française et d'antisémitisme qu'il y avait dans l'affaire Dreyfus. Et ça, encore une fois, par, je crois, une volonté d'assimilation et de refus de mettre en cause tout ce qui représente l'institution française. C'est un philosophe qui a un extrême conformisme dans sa conduite sociale, y compris dans sa façon de s'habiller, etc., et une extrême liberté de l'esprit. Voilà, c'est un peu le contraste. Il y a toujours des dualités et des tensions chez Bergson. Et sa volonté d'épouser l'institution française, il va être académicien, sciences morales et politiques, Académie française, il va avoir tous les honneurs de la République, l'a rendu un peu aveugle à cette montée de l'antisémitisme, à la nature propre. Par exemple, il ne réagit pas du tout aux attaques antisémites dont il est l'objet dans l'Action française. C'est incroyable. Il est le premier juif à rentrer à l'Académie française. L'Action française dit c'est une honte pour l'Académie française. On ne trouve pas de réaction de Bergson. Alors il dira lui que c'est parce qu'il veut pas rentrer dans le jeu politique ou dans le commentaire d'actualité, etc. Mais il y a quand même un sujet. Donc, vous voyez que je voue une grande admiration à Bergson, mais je pense que tout homme a ses zones d'ombre, sa complexité, et qu'il ne faut pas les ignorer. Alors, je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est un livre très bien écrit, très agréable à lire, parce qu'il y a à la fois le philosophe, le normalien et le journaliste, mais c'est un travail considérable. Vous avez été aux archives, bien sûr, et vous avez pas mal fouillé. Oui, disons que effectivement, à travers mon parcours, parce que moi j'ai fait des études de philosophie, mais ensuite je me suis réorienté vers le journalisme, qui a été et qui reste d'ailleurs ma passion, parce que je suis passionné par la nouveauté. Et donc j'ai voulu faire un travail qui en quelque sorte me ressemble et ne soit pas un travail purement philosophique sur lequel, encore une fois, il y a des spécialistes, des gens qui sont tout à fait qualifiés pour des études, je dirais, plus universitaires. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir dans les archives de presse. Il y a une presse écrite en plus extrêmement foisonnante entre la fin du 19e siècle et les années 1940, et on trouve beaucoup d'échos, assez peu d'interviews, quelques-unes, parce que Bergson va rapidement refuser les interviews, parce que c'est quelqu'un qui a la rigueur de ne vouloir parler que de ce qu'il connaît, et ça c'est quelque chose qui est important pour notre époque. Mais au-delà de ces interviews, il y a beaucoup d'articles, il y a parfois d'articles d'ailleurs polémiques. On lui reproche une sorte d'hypernationalisme pendant la guerre de 14. L'Humanité est assez critique sur Bergson, le journal L'Humanité, mais on trouve beaucoup de choses sur ses cours au Collège de France, dans les journaux de l'époque, et ça c'est absolument passionnant, et y compris sur cette grande période, il y a 100 ans, presque jour pour jour, de visite d'Einstein à Paris, et de rencontres entre ces deux géants de la pensée que sont Einstein et Bergson. Ça n'accroche pas vraiment entre les deux. Non, parce qu'ils n'ont pas du tout la même personnalité, pas du tout le même rapport au judaïsme, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand Bergson reçoit le Nobel, il y a un journal juif qui dit il y a les deux juifs les plus connus en ce moment au monde, c'est Einstein et Bergson, mais Einstein nous le rend bien, Bergson lui nous ignore. Voilà, bon, c'est un petit peu ça. Donc déjà, il y a un rapport au judaïsme qui est pas le même. Ce sont pas du tout les mêmes personnalités, et ils vont s'affronter sur la question du temps, puisque c'est avec la théorie de la relativité, il y a une révolution dans la conception du temps qui semble heurter la conception du temps un peu psychologique de Bergson. Et sans rentrer dans le détail, c'est un affrontement que semble en tout cas
j'allais dire dans un premier temps, perdre Bergson. Et après, on s'aperçoit aussi quand on lit Bergson attentivement qu'il y a des éléments de sa pensée qui peuvent se réconcilier avec la science et notamment avec la physique quantique. Alors en 1959, pour le centenaire de sa naissance, il y aura à Paris sa femme, sa fille, Merleau-Ponty, Jean Kelevitch, mais pas Sartre. Il est vrai que les deux hommes ne s'entendaient pas du tout. Est-ce que finalement il n'a pas souffert, en vous écoutant, je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas souffert du fait de n'avoir pas d'héritier, je veux dire d'héritier intellectuel? Personne aujourd'hui ne se réclame personne parmi les philosophes ne se réclame de Bergson. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec vous, même j'enlève le tout à fait, parce que vous avez d'abord il y a eu Gilles Deleuze quand même, qui a été un grand philosophe français qui qui a écrit sur Bergson, qui s'est beaucoup acclamé de Bergson. Je suis content qu'on évoque le nom de Vladimir Jankélévitch, qui est le grand disciple de Bergson. J'allais dire que c'est celui qui n'a jamais lâché Bergson. Voilà. Il a même essayé de montrer, je le dis à la fin du livre, et de façon intéressante, sans récupération, et ça permet de tempérer un peu ce que nous avons pu dire sur les relations entre Bergson et le judaïsme, que il y a un souffle juif malgré tout dans l'œuvre de Bergson, notamment dans cette philosophie de la vie, qui est le tu choisiras la vie, voilà. Et ça, Bergson, dans le fait que la philosophie bergsonienne est une philosophie qui, malgré les épreuves, malgré le négatif qu'il ne nie pas du tout, contrairement à ce que certains ont pu dire, demeure toujours une philosophie de la vie, une philosophie de l'action, une philosophie de la création. Et ça, Jean Kelevitch, il voit aussi l'affirmation quelque part d'une forme d'esprit qui est présent aussi dans le judaïsme. Donc ça, c'est vraiment l'héritier de Bergson. Et puis aujourd'hui, vous avez des philosophes, on citait Frédéric Worms, un philosophe très connu dans le monde philosophique qui s'appelle Bruno Latour, qui se réclame très largement de la pensée bergsonienne. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement du retour à Bergson. Vous avez quelqu'un comme Raphaël Enthoven qui est très fidèle à l'esprit de la parole de Bergson, même si les philosophes les plus médiatiques l'ont, à mon avis, un peu ignoré, un peu snobé. On peut penser à BHL, on peut penser à Finkielkraut, mais c'est parce que Finkielkraut déteste la nouveauté, donc c'est vrai que ça pouvait pas coller avec Bergson. Mais j'aimerais bien qu'il lise mon livre parce que je voudrais encore réconcilier un peu Finkielkraut qui est probablement un des esprits les plus brillants avec la nouveauté. Il y a une chose qui dit sur le temps, puisque c'est le philosophe effectivement du temps, et ils disent aussi l'avenir est à ceux qui se surmènent. Oui, absolument. Alors cet éloge du surmenage, c'est étonnant, non? Oui, c'est parce qu'en même temps, c'est un philosophe de la durée, du temps, de la création, et c'est un philosophe de l'action. La grande maxime, à la fois pour le citoyen, le philosophe, le politique, qu'il formule à la fin de sa vie, qui est souvent cité, c'est agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Vous parliez de Sartre, mais au fond, l'engagement de Sartre, c'est beaucoup un engagement verbal d'estrade. L'engagement de Bergson, c'est un engagement d'action pendant la Première Guerre mondiale, qui est une action discrète, et donc ça, c'est quelque chose qui est une dimension forte du bergsonisme, c'est le fait que par l'action, on peut changer les choses. Il n'y a pas de déterminisme. C'est un philosophe, j'ai dit de la création, c'est un philosophe de la liberté. Nous sommes libres et par conséquent, il n'y a pas d'obstacle, aussi important soit-il, qu'une volonté suffisamment déterminée ne puisse transformer. Je trouve que c'est une belle parole pour aujourd'hui. Voilà, il faut terminer en disant que quand il a été voir Wilson, il a dit « La France était sauvée, ce fut la plus grande joie de ma vie ». Merci Emmanuel Kessler, c'était un spécial Pont-Neuf, élection oblige, mais allez voter après avoir entendu sur Bergson, Emmanuel Kessler. Je rappelle le titre de votre livre. C'est un grand penseur de la démocratie, et ça c'est vraiment un point que j'ai voulu souligner aussi dans le livre, parce que pour le coup, ça n'a pas été tellement dit dans les études que j'ai pu voir. C'est vraiment quelqu'un qui pense qu'à côté de son esprit religieux, la démocratie est une forme la plus aboutie possible pour faire vivre l'humanité en tant que telle. C'était Pont-Neuf, un Pont-Neuf spécial avec Emmanuel Kessler qui vient de publier Bergson, notre contemporain, aux éditions de l'Observatoire. Bon dimanche à tous.